Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, place au débat. Et donc pour rester un petit peu dans la thématique et continuer avec Secret Toxique, on va commencer avec la prise de parole de Dominique Massé. Merci encore d'être là ce soir. Vous avez d'abord été engagé au sein du collectif Faucheurs volontaires d'OGM. Vous êtes ensuite devenu coprésident de la campagne glyphosate et vous avez lancé via cette association l'opération des prélèvements d'urine dont on a vu dans le documentaire. Et aujourd'hui, vous êtes coprésident de Secret Toxique. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un gros problème qui était absolument incroyable, c'est que des produits biocontrôle étaient vendus en libre accès et considérés comme absolument sans danger. Et les analyses de Gilles-Éric Serralini et de Gérald Ginger nous ont prouvé qu'il y avait vraiment un problème qu'on connaissait déjà. Ça faisait longtemps qu'on savait que les méthodes d'évaluation des produits étaient déficientes, largement. Mais là, on avait une preuve flagrante. Et donc, on a passé à peu près, après cette décision de créer Secret Toxique, avec l'association Génération Future, Nature et Progrès et Campagne Glypho, on a décidé de faire une enquête. On a passé plus de 8 mois, 9 mois d'enquête. On a rencontré l'EFSA, on a rencontré l'ANSES, on a fouillé les dossiers, on a fouillé les réglementations. On a fait vraiment un travail de prospectif pour essayer de comprendre où étaient les failles, où étaient les trous dans la raquette, pour que des produits à ce point dangereux puissent être mis sur le marché en toute liberté et sans aucune sécurité pour nous. Donc voilà, dans cette enquête, on a donc rencontré différents éléments, les agences de sécurité alimentaire, avec beaucoup de guillemets, et on a réussi à avoir des entretiens avec les responsables de l'EFSA, enregistrés, filmés avec leur accord, et où ils expliquent très clairement ce qu'on a décidé, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas d'analyse réelle des produits pesticides avant qu'ils soient mis sur le marché. Il faut bien se dire qu'aucun pesticide aujourd'hui n'a jamais été évalué. Aucun. On n'analyse que la molécule déclarée active par le fabricant et sur la preuve des études scientifiques qu'il fournit. Donc on est vraiment dans un truc complètement délirant. Donc de cela, on est parti donc sur l'idée de s'axer uniquement, nous c'est notre objectif, Secret Toxique, c'est l'application de la réglementation, le règlement européen, qui n'est pas appliqué. Puisque dans le règlement européen, confirmé justement par ce fameux arrêt Blaise, il est indispensable qu'une fois la molécule active proposée à la renouvellement, il y ait analyse d'une formule dite représentative sur le long terme, moyen et long terme, sur le produit tel qu'il va être commercialisé. Ce point-là n'est jamais fait, ni au niveau européen, ni au niveau des États membres. Donc, on se base sur la molécule active, et comme je disais tout à l'heure, par exemple, un produit à base de l'acide acétique, si on calcule la toxicité de l'acide acétique, il est évident qu'il n'y a aucun risque que le produit soit refusé. En fait, c'est un peu comme un contrôle technique où on regarderait l'état des pneus uniquement. C'est tout à fait insuffisant. Donc on a décidé donc de partir sur cette démarche juridique et le pendant obligatoire, c'était la formation. Donc on a créé ce film en 2022, il est sorti en 2022. On a fait un bouquin, la BD aussi, et on fait le tour de France. Donc il y a eu des centaines de projections, des débats. Et l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de faisceau entre les ONG. Donc on a une association maintenant de 80, on a 80 associations dans la coalition Secret Toxique, petites et grosses. Travailler avec des politiques, puisque c'est là aussi que les choses peuvent se changer. Merci beaucoup. Et actuellement, c'est quoi votre actualité? Quelles sont les actions que vous menez avec Secret Toxique? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a une liste à l'après-vert. C'est à tous azimuts. Donc on a évidemment les recours juridiques, ça continue, et on a posé des recours à l'Europe,
à la CJUE, au Conseil d'État, des plaintes. Et on en a encore un recours qui est déposé à l'Europe sur le renouvellement du glyphosate. On continue de faire nos tournées, bien sûr. On a aussi décidé de partir beaucoup sur l'éducation populaire. Et donc on est en train de créer des documents. Donc on est en train de travailler avec des formateurs, des lycéens, etc., à créer une mallette pédagogique qui sera portée pour les enseignants des lycées agricoles, des CFPPA et autres. Une mallette pédagogique dans laquelle il y aurait plein d'éléments, des jeux, des quiz, des films, des documents écrits, pour leur permettre de sensibiliser nos futurs agriculteurs aux dangers des pesticides et à la nécessité de s'en passer. Ça, c'est un point qu'on est en train de travailler. On s'est rendu compte aussi que très souvent, dans les assemblées, ce sont déjà des gens concernés et qu'il fallait élargir. Donc on est en train de créer un jeu aussi pour entrer dans les familles. Et voilà, donc on essaye vraiment de partir sur tout ce qu'on peut faire pour que la prise de conscience s'élargisse. Vous me dites si vous êtes d'accord. Écologiste, cultivatrice. J'essaye. Et autrice. Donc vous êtes passée du monde de la finance à l'agriculture bio-intensive. Et vous portez aujourd'hui la nécessité des changements pour arrêter en fait ce que vous appelez l'effondrement du vivant, et qui est la réalité, et notamment dans votre livre « La disparition du vivant et moi », qui a été publié très récemment chez Marabout, dont je vous recommande la lecture. Et vous y expliquez en fait que nous vivons la 6e extinction de masse des espèces, et qu'il s'agit de la plus rapide, et que l'humanité sera à très court terme impactée. Et que vous y expliquez dans votre livre que les pesticides seraient la première raison de l'ampleur de cette extinction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Est-ce que ça va avec le micro? Ça va. Donc, en fait, moi, je suis un peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que oui, je travaillais dans la finance. Et puis, j'ai toujours été intéressée par l'environnement. Je pensais que si tout était en train de s'effondrer, c'était à cause du réchauffement climatique, puisqu'on nous parle absolument du réchauffement à tous les repas, matin, midi et soir. Et donc, moi, j'ai commencé dans l'environnement sur le climat, en me disant, il faut absolument arrêter ce problème. Effectivement, il y a un réchauffement, effectivement, il y a une dérive très importante, mais au fil du temps, je remarquais un nombre d'incohérences absolument énormes sur plein de différents sujets, qui n'ont fait que s'accentuer quand j'ai commencé à travailler dans l'environnement, quand ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle agricole et que j'ai commencé à mettre les mains dans la terre, etc. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais les problèmes viennent d'ailleurs. Et puis, à force de chercher, j'ai trouvé. Et je me suis rendu compte que si tout était en train de mourir, c'était d'abord et avant tout, sans aucun doute possible, à cause des pesticides, qui sont des poisons créés pour tuer, qui sont aujourd'hui toxiques au nanogramme, mis de manière préventive. Et il faut bien qu'on comprenne que quand on dit toxique au nanogramme, ça veut dire au milliardième de gramme, et que si on met 43 000 tonnes en 2021 et 44 700, je crois, en 2022, on met 44 000 milliards de doses toxiques chaque année, juste en France. Voilà. Et donc, il n'y a aucun autre effet, même tous additionnés entre eux, qui arrive au début du commencement de ce problème-là, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à complètement changer mon fusil d'épaule et à me documenter toujours plus sur les pesticides. Tout le monde sait que les pesticides, c'est mal. Tout le monde sait qu'il y a du lobbying et que c'est mal. Mais personne ne comprend à quel point c'est grave. À quel point les pesticides sont la cause de l'empoisonnement, de l'extinction, et aussi de la pauvreté, que ce soit des agriculteurs ou bien des consommateurs. Et pareil pour le lobbying, c'est-à-dire que les gens savent que oui, il y a des lobbyistes qui traînent dans les couloirs du Parlement, mais personne ne peut s'imaginer que le lobbying, c'est financer la recherche pour la dévoyer, pour l'instrumentaliser. Et aussi toutes les institutions environnementales, l'ONU, partout, en fait. Et donc, ce petit détail, en fait, c'est pas un détail, c'est hyper important. Les pesticides, c'est pas un problème parmi d'autres. C'est un problème infiniment plus grave que tous les autres. Voilà. Et en quoi ça impacterait directement l'humanité? Parce que vous expliquez dans votre livre que, donc, 6e extinction de masse, et que les pesticides auraient accéléré ça. Bien sûr, alors, parce que ce qui est évoqué dans les rapports généralement, qui me paraissait assez
incompréhensible, en fait, par exemple, c'est la déforestation qui est le driver numéro 1 évoqué. Or, en Occident, donc quand même dans une assez grande partie du monde, cette déforestation, l'aménagement du territoire, il date du Moyen-Âge. Entre le Xe et le XIVe siècle, on s'est mis à raser les forêts pour plein de raisons, des raisons culturelles, civilisationnelles, mais pas que. Et donc, je veux dire, c'est quand même bizarre, parce que chez nous, l'aménagement du territoire, il a des siècles. Or, ça fait seulement quelques décennies qu'on est rentré dans une dynamique de grande extinction. Donc ça collait pas du tout. Bien sûr, dans les hotspots de biodiversité, dans les zones équatoriales, subéquatoriales, là, la déforestation est sans doute le driver majeur de disparition de la biodiversité. Bien que cette déforestation, en fait, elle est remplacée par de l'agriculture intensive blindée de pesticides, où on est obligé d'en mettre des quantités stratosphériques, parce que pour tuer une forêt, je peux vous dire qu'il faut y aller, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, avec les pesticides, c'est que les pesticides, aussi, c'est persistant. C'est persistant. Les substances ne disparaissent pas dans l'univers. On est dans un vase clos. Hein, et donc ça s'accumule dans toute la biosphère. Alors parfois sous sa forme initiale pour les plus chimiquement stables d'entre eux, comme par exemple les PFAS dont on vous a beaucoup parlé ces derniers temps. Hein, il y en a dans les pesticides. Ils sont dits éternels parce qu'en fait ils sont chimiquement stables. Ça veut dire que rien ne peut les altérer, leur forme chimique. Mais la plupart des autres pesticides, quand ils touchent le sol ou qu'ils rentrent en contact avec n'importe quel organisme, voient leur structure chimique évoluer. C'est de la chimie organique et donnent lieu à ce qu'on appelle à des métabolites. Et en fait, ça va de quelques décennies. Quand on dit qu'il n'y a plus de résidus, c'est on mesure dans le champ. Il n'y a plus la substance en tant que telle, ou voir certains de ces métabolites, pour les plus connus, comme le glyphosate, qu'on sait chercher. Mais la majorité, on ne sait même pas les chercher, hein, juste pour info. Mais on mesure dans le champ et on dit, ah bah tiens, sous tel seuil, il n'y a plus cette substance. Bon, en fait, elle s'est transformée, elle est partie ailleurs, quoi. Et pour les plus stables d'entre elles, bah là, c'est carrément des millénaires, voire éternels. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a un problème. Pour être hyper, on va dire... impertinente, je pourrais vous dire, bon bah on rase une forêt, elle va repousser. Là, on met des pesticides, c'est là pour très 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 longtemps. Donc ça, c'est un premier très très gros problème. Le deuxième problème, c'est que c'est la plus grande sélection de tous les temps. Là, on n'est plus sur une sélection naturelle, là, on est sur une sélection artificielle, massive. Tout ce qui est sensible aux pesticides est exterminé. Et si vous voulez, dans les populations d'insectes, d'animaux, de ce que vous voulez, de plantes, vous allez avoir, c'est une gaussienne. Vous allez avoir donc un ventre mou absolument énorme qui est tué et les premiers tués, et il reste que ceux qui sont résistants. Et donc il n'y a plus qu'eux qui se reproduisent. Et donc en fait aujourd'hui, on a des résistances surtout sur lesquelles les pesticides ne fonctionnent plus. Vous savez, l'antibiorésistance dont la sécurité sociale vous parlait, en fait on met 100 fois plus d'antibiotiques sous la forme de pesticides directement dans la nature depuis des décennies. D'accord ? Donc l'antibiorésistance, c'est la même chose en fait qui est générée par les pesticides. Et donc aujourd'hui, on a tout exterminé et il ne reste plus que les résistants. Comme par exemple le moustique tigre, qui est résistant aux pérétrinoïdes en fait. C'est pour ça que le moustique tigre pullule. Comme Xylella fastidiosa sur les oliviers ou d'autres pathogènes. En fait, tous ces pathogènes aujourd'hui qu'on attribue très souvent au réchauffement, n'ont en fait absolument rien à voir avec le réchauffement et sont totalement liés au fait qu'on a fait une sélection artificielle majeure et massive. Voilà. Et en fait, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'on est en train de détruire la biodiversité, mais que sans biodiversité, l'humanité ne peut pas exister. Bien sûr. Donc en fait, on va avoir des pathogènes. On l'a déjà. Hein. Ceux qui sont dans le milieu agricole le savent bien. Hein. Il y a des maladies sur à la fois la partie végétale très importante, mais aussi animale. On en parle un peu plus des animaux, on évoque souvent la déforestation et on oublie toujours de dire qu'en fait il y a une sélection artificielle et c'est pareil. Si Escherichia coli est devenu un truc terrible, résistant à presque l'intégralité du spectre antibiotique tue, c'est à cause de ça en fait, de manière extrêmement importante. Mais c'est peu documenté et peu su, donc on n'en parle jamais. Mais c'est valable pour les virus et les bactéries en réalité. Donc oui, ça va aller vite. En fait, ça va être soudain. C'est ça le truc, c'est que avec le réchauffement, on imagine une projection dans le futur avec une lente dérive. Là, on a vu avec le Covid que c'est très binaire, quoi. Hein. D'un seul coup, il y a le virus ou il y a la bactérie, et puis là, c'est la catastrophe, quoi. Donc là, c'est ça qui nous attend. Et les gens qui connaissent bien, d'ailleurs, ces sujets-là, sont étonnés qu'on n'ait pas déjà beaucoup plus de problèmes. Honnêtement, c'est vrai que c'est assez surprenant, quoi. Et effectivement, quand on parle d'étonnement, on peut aussi s'étonner face à toute l'ampleur de ce qui est en cours et ce qui nous attend, pourquoi c'est pas davantage communiqué ? Est-ce que, vous en parlez souvent, vous prenez la parole pour évoquer ces sujets, et en fait, est-ce que vous avez des explications en fait pour comprendre ? Bien sûr. Ouais, tout s'explique parce que on revient à cette histoire de lobbying en fait, parce que on a privatisé la recherche au fil des décennies.
des lois de programmation de la recherche. Et donc on a donné les clés à l'industrie. Et en fait, ça lui permet de financer ce qui l'intéresse et de ne pas financer ce qui la dérange. Et c'est pire que ça, en fait, parce que j'ai même des chercheurs de l'INRA, Isabelle Golringer, que certains doivent connaître ici, qui m'expliquaient par A plus B que c'est même pas le fait que le privé finance pour partie la recherche et arrive donc à la dévoyer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des services entiers au sein de l'INRA qui servent à innover uniquement pour le privé. Uniquement. Donc c'est 100% labo argent public qui travaille 100% pour du privé, quoi. Donc je ne sais pas si vous voyez le problème. Et en fait, il faut évidemment interdire les pesticides de synthèse le plus rapidement possible. Il faut qu'on demande un arrêt total et immédiat. Voilà, parce que 2050, demain on rase gratis, c'est des stratégies de lobbying, on se fait tout savoir avec ça depuis des décennies. En plus du lobbying et de la privatisation, il y a aussi un manque de volonté politique, et ça je pense que vous l'avez souligné aussi, c'est que cette privatisation, elle est aussi alliée avec... La France, première puissance agricole européenne, ça a un prix, c'est la santé de la population. Et par ailleurs, on exporte... en fonction des années, 12 à 18 milliards d'euros de vin. Je suis bourguignonne, je pourrais longuement vous en parler. C'est grâce à ça qu'on a une balance commerciale qui n'est pas trop horrible. Et donc, on vend du poison partout dans le monde. Une fortune, hein, donc le vin, le champagne et le parfum, parce qu'on a tendance à oublier, mais on est quand même le leader mondial du parfum. Et pour fabriquer du parfum, il faut de l'alcool. Pour faire de l'alcool, il faut du sucre. Et pour faire du sucre, il faut de la betterave. Et c'est un soft power hyper important. Ça fait partie du rayonnement de la France à l'étranger. C'est carrément stratégique. Donc, quand vous avez l'Allemagne... et la France, donc les deux grandes puissances européennes, qui à ce point en fait ont des intérêts économiques absolument phénoménaux, avec un qui fabrique les pesticides et l'autre qui est la première puissance agricole, on comprend mieux l'omerta générale, quoi. Et donc à partir du moment où on a fait ce constat, il faut lancer l'alerte. Donc Francis Château-Renaud. Je sais pas. À votre tour. Mais voilà, je vous présente rapidement. Donc vous êtes sociologue et directeur d'études en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes connu pour avoir théorisé cette expression de lanceur d'alerte. Donc vous avez écrit notamment Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque en 1999, où vous théorisez ce concept avec Olivier Torny notamment. Et donc on voit que lancer l'alerte c'est important, et on a pu voir donc dans les actions présentées dans le documentaire de Secret Toxique. Est-ce que vous pouvez, en vous appuyant là-dessus, nous définir ce que c'est que des lanceurs d'alerte? Ça devrait être pas trop compliqué. Je peux plus le faire, moi. Voilà, les juristes l'ont fait, les politiques l'ont fait. Ils m'ont dépossédé de mon bébé, quoi. Non. Il y a 3 lois en France sur les lanceurs d'alerte et aucune n'est satisfaisante. Pourquoi ? À la limite, la première de Blandin était pas mal, mais la loi de 2013, faite par Marie-Christine Blandin essentiellement, on dit loi Blandin, mais en fait plein de gens ont travaillé dessus, et j'avais été auditionné. J'étais tout à fait fier de participer à ce processus législatif, mais elle était centrée sur santé et environnement. Elle répondait aux grands scandales sanitaires et environnementaux qu'il y avait eu à l'époque, et elle était portée par les écolos au Parlement. Et elle avait clairement dit, il faut à la fois, et ça c'était grâce à André Cicolella, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il faut à la fois évidemment protéger le lanceur d'alerte et surtout avoir une expertise indépendante, clairement constituée, et donc une agence indépendante pour l'expertise qui soit capable d'instruire les alertes. Parce qu'une fois qu'on a protégé le lanceur d'alerte, parce que là vous dites il faut lancer l'alerte, non, elle est lancée depuis longtemps sur les pesticides, je suis désolé. Rachel Carson est la première citation du film. Hein. C'est 62, c'est ça ? La plupart n'étaient pas nés, quoique j'ai envie. Et donc on voit bien que, et même, on avait une alerte de 49. On peut remonter, Nathalie Jass, historienne, elle a travaillé sur l'histoire un peu de la chimie et de l'agriculture. On peut tout le temps remonter. Donc on n'en est plus à lancer l'alerte, on en est à se poser la question de pourquoi les relais politiques ne fonctionnent pas. Alors effectivement, une partie de la réponse a été donnée, mais il va falloir rentrer dans le détail. Donc voilà. Donc moi, j'ai contribué à cette première loi de 2013 qui donnait une définition intéressante du lanceur d'alerte, parce qu'il y avait la question essentielle de ne pas forcément demander au lanceur d'alerte d'amener la preuve de ce qu'il pose comme question, mais d'ouvrir justement un processus d'instruction publique sur un problème. Or, la loi Sapin 2, qui est la loi faite en fin de mandat de Hollande, pour effacer Cahuzac, en fait, on peut le dire comme ça, je vais vite,
C'est-à-dire, en gros, on va légiférer sur la délinquance économique. Ils enlèvent le lanceur d'alerte écolo, ils mettent à la place le whistleblower américain. Moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas une traduction. Le lanceur d'alerte, au départ, c'était celui qui voit un problème venir et qui dit qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Ça veut dire justement réversibiliser. Et ce que vous dites, au fond, ce n'est pas autre chose. Mais là, c'est trop tard. Donc, on n'est plus dans l'alerte. On est dans la gestion de la catastrophe. On est dans la catastrophe. Et donc, il faut faire quelque chose avec comme avec un méga-feu, si vous voulez. Il faut éteindre l'incendie d'urgence et il faut trouver les moyens de le faire. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ça ne bouge pas à ce point. Regardez, les pesticides, ce n'est pas le sujet quand même qui domine les discussions. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir si on a le droit de faire Blanche-Neige. Bon, il y a du lobbying, mais il y a aussi de la production d'ignorance, qui est un thème majeur. La néotologie, j'ai des collègues qui sont des experts de ces questions-là, et qui va avec. C'est-à-dire, dès qu'il y a un lancement d'alerte, il ne faut pas rêver. En face, ça résiste. C'est quelque chose. C'est-à-dire que ça s'organise. Donc, on décrédibilise le lanceur. On dit, ouais, les parano, hypochondriaques, encore les écolos, les bobos parigots, machin, voilà. Les gauchos fonctionnaires qui ont que ça à faire, etc. Bon, donc décrédibiliser, on ne regarde pas le signal, on regarde celui qui le lance. Et effectivement, on va toujours trouver quelque chose, parce que c'est assez facile de décrédibiliser quelqu'un avec les médias qu'on a aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux. Donc décrédibiliser. Ensuite, on va lancer d'autres problèmes. On va dire, ouais, mais effectivement, aujourd'hui c'est la guerre quand même le problème. Il faut réarmer la France. On ne peut pas commencer à aller voir les pesticides dans les campagnes alors qu'il faut refaire une industrie d'armement. Et donc, qu'il faut trouver, je ne sais plus combien de milliards, je pense, force. Il faut nourrir le monde, il faut, voilà, etc., etc. Donc, on va de toute façon créer d'autres signaux, hein, de façon à faire de ce que les militaires appellent très bien de la gesticulation. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir traiter un problème parce qu'il y a plein d'autres problèmes qui vont surgir en même temps. Et ça, je l'ai vu sur plein de sujets, hein, que ce soit sur le nucléaire, sur les OGM, sur les gaz de schiste, sur les machins, etc., sur la pollution de l'air. Enfin, à chaque fois, vous glissez, quoi. Ça, c'est le deuxième. Le troisième truc, c'est que vous allez littéralement commencer à raconter des bobards. Effectivement, en finançant de la science un peu bizarre, qui va vous dire « Ah oui, mais votre protocole, M. Serralini, il n'est pas standard. » Aujourd'hui, on en est quand même où il y a eu 2 crises avec le milieu agricole assez fortes, fin 2023, début 2024, et là, récemment, et où on sacrifie tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, donc évidemment qu'il faut défendre et soutenir ce secret toxique. On n'est plus dans l'alerte, on est dans un combat, effectivement, un combat de longue durée. Regardez le Mediator, ça peut durer 10-15 ans, quoi. Et on a des personnages solides au milieu. Hein. Irène Frachon, voilà. Et elle n'était pas toute seule, elle était médecin, donc c'était pas le lambda qui lance une alerte. Hein. Donc on a des processus très longs qui demandent des mobilisations fortes, des compétences techniques, juridiques, des alliances politiques, une visibilité médiatique, une ténacité à toute épreuve, et malgré ça, on l'a vu sur les algues vertes, on l'a vu sur plein d'autres sujets, on a quand même des pouvoirs que moi je qualifie de mafieux. Maintenant, je viens de sortir un bouquin, là, où c'est clair. Pour moi, on a des mafias au pouvoir qui sont effectivement, il faut appeler un chat un chat. Alors je sais bien que des spécialistes de la mafia italienne disent « Oh non, donc Cosa Nostra, ça avait de la gueule quand même, parce qu'il y avait une dimension anthropologique. » Oui, non, maintenant ils n'en ont plus rien à faire, l'anthropologie, au sens où les rites, les cultes, les machins, la mafia, non. C'est vraiment le pognon, le lobbying, l'influence, et moi j'appelle ça l'emprise, parce qu'on est dans de l'emprise, et malheureusement, la recherche est tombée dedans. Alors, je m'arrête, je suis très long. Oui, non, juste, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une particularité sur lancer l'alerte quand on parle de sujets écologiques, environnementaux? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont spécifiques par rapport à lancer l'alerte sur plein d'autres sujets? Alors, d'abord, oui, effectivement, l'alerte, elle s'est généralisée à tout. C'est important, hein. Dans les EHPAD, il se passe des choses monstrueuses. On ne va pas reparler des écoles catholiques privées, etc. Bref, c'est des alertes, c'est des dénonciations, très souvent. Moi, je distinguais alerte et dénonciation, parce que dans l'alerte, on peut encore agir et empêcher les choses. La dénonciation, le mal a déjà été fait largement. Ça ne veut pas dire que ça ne contribue pas à empêcher la suite. Mais bon, c'est compliqué. Donc effectivement, ça a bougé, parce que, d'abord, il y a eu un empilement de sujets qui sont devenus paradoxalement des contraires, enfin, c'est-à-dire des forces s'opposant les unes aux autres. Moi, j'ai beaucoup suivi, par exemple, les controverses et les combats nucléaires, antinucléaires.
Et à un moment donné, vous aviez des associations qui, pour dire, pour sauver le climat, il faut faire du nucléaire. Et donc des gens qui étaient écolos, par ailleurs, qui le revendiquaient, je ne vais pas citer des noms, qui vous annoncent d'ailleurs la catastrophe, qui tournent avec ça. Allez, Zankovitch, je peux le citer. Non mais, et qui, pour eux, la solution, c'est de faire des réacteurs, quoi. On a envie de dire, d'abord, ils vont arriver quand tes réacteurs, etc. Il y a ceux qui vont évidemment parler des forêts. Je travaille avec SOS Forêt d'Ordogne, c'est des gens super bien, contre les coupes rases, etc. Et évidemment, les causes vont un peu entrer en concurrence. Là, il y a un vrai problème. Moi, ce que j'admire autour des pesticides qui s'est fait, c'est justement la fédération des associations qui ont réussi à s'associer. Et ce n'est pas le cas sur tous les domaines. Et là, il y a vraiment un problème de coalition, de construire des forces. Donc là, il y a un vrai problème de fragmentation de l'espace public qui, paradoxalement, alors qu'on a des outils numériques extraordinaires aujourd'hui pour aller chercher de l'information, pour partager, pour discuter, et démultiplier, la fragmentation se démultiplie par le web. Le web n'est pas l'utopie. Tu vois, je sais pas qui, c'est toi qui as fait parler des utopies qui se réalisent finalement. Oui. Malheureusement, le web, moi-même, j'ai cru pendant 10 ans, c'était vraiment, ça y est, le savoir allait être partagé, la citoyenneté allait devenir mondiale, on allait pouvoir agir sur les pouvoirs, etc. Et en fait, on se retrouve complètement pris dans un système techno-politique, voire techno-fasciste. Maintenant, le terme arrive aujourd'hui. Alors, on le voit aux États-Unis, c'est particulièrement grave. Il faut qu'on arrive à inverser les systèmes de croyances. Mais voilà, je voulais juste dire, parce que comme vous êtes sociologue, c'est vachement important, les systèmes de croyances. Quand j'avais travaillé justement sur tous ces dossiers pour l'ANSES, un des constats sociologiques, c'est que le corps médical était assez peu engagé dans les questions environnementales. Bon, heureusement, on en trouve toujours. Et il y en a eu quelques-uns, heureusement, notamment sur les pesticides d'ailleurs. Mais très peu. Et en général, c'est des généralistes, donc ils ne sont pas en position de force dans le champ. Donc il y a vraiment un champ sur lequel les choses peuvent aller très vite. Et effectivement, dans le cadre aussi de cette catastrophe qui nous arrive, c'est la montée de pathologies qui deviennent littéralement surprenantes et ingérables pour la biomédecine, y compris la plus outillée. C'est-à-dire qu'ils voient des cancers agressifs et fulgurants chez des gens plus jeunes, complètement incompréhensibles, une multiplication des clusters. Bon, il y a eu l'affaire des bébés sans bras, entre guillemets, que j'ai beaucoup suivi avec Emmanuel Amar, qui s'en est pris plein la figure aussi. Mais on voit bien que ça se multiplie. Évidemment, les salariés agricoles et les agriculteurs prennent cher, et ça c'est connu. Il commence à y avoir pas mal de procès. Le corps médical est un levier. Il faut arriver à le faire bouger de ce point de vue-là. Et là, il y a quelque chose à faire aussi, peut-être du côté des associations, de ne pas rester trop sur l'environnement, mais de revenir sur le sanitaire, parce que malheureusement, regardez le bisphénol A sur les perturbateurs endocriniens, c'est le biberon. C'est le biberon qui fait bouger en 2009. C'est-à-dire la tétine de biberon qui est bourrée de bisphénol A, je peux vous dire que très rapidement, l'interdiction est arrivée. Parce que là, effectivement, il y a un levier de transformation et d'impact sur les croyances. Enfin, en l'occurrence, là, c'est du tangible. Et donc, il faut jouer sur cette dimension dramaturgique, malheureusement. Ça a été montré par pas mal d'études, qui fait qu'à un moment donné, on bascule. Alors, il y a les croyances, mais il y a aussi une différence, c'est-à-dire ce repli des individus et des groupes sur leur micro-monde pour se protéger de cette agressivité qui devient vraiment hallucinante, et qu'il va falloir là aussi travailler, parce que la toxicité, finalement, elle vient aussi de l'informationnel aujourd'hui, quoi.